Ok, bonjour tout le monde. On va commencer notre webinaire aujourd'hui. Merci et bienvenue d'être là avec nous, France Process et Bonitasoft, et co-organiser en fait ce webinaire pour parler en fait optimiser la performance du process. Juste avant que je donne la main à Hugues, notre guest speaker aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu rapidement sur Bonitasoft. Donc, Bonitasoft, un membre de France Process, open source, que nous, on a la plateforme pour vraiment automatiser et derrière, en fait, optimiser, en fait, le process du métier. Je vais donner la main à Hugues. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour parler d'optimisation de la performance des processus. Tout d'abord, quelques mots sur France Processus, qui est une association qui vient de naître, née de la naissance, en tout cas du regroupement du club des pilotes de processus et de Processway. Son ambition et la mission, c'est d'être l'association en France de référence pour l'optimisation des chaînes de valeur, pour promouvoir les apports de la démarche processus et puis contribuer à faire évoluer l'état de l'art, à progresser dans ces disciplines. Et comment est-ce qu'on procède? Eh ben, on échange, on se rencontre, on professionnalise, on forme, et puis surtout, on développe et on coopère avec l'écosystème. Et aujourd'hui, France Processus, c'est 300 membres actifs, une vingtaine de membres bienfaiteurs et puis plus de 1000 personnes dans la communauté de pratique qui se rencontrent régulièrement, soit au travers de plénières ou de journées spécialisées avec des événements dédiés. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site franceprocessus.org pour pouvoir nous rejoindre. Alors, en deux mots, moi, qui je suis? Donc, je suis associé au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle ICO, donc cabinet de conseil en stratégie et management, administrateur de France Processus et membre historique du club de pilotes des processus. Et donc, ça fait 20 ans que j'œuvre sur des sujets en lien avec la performance des processus, l'amélioration des processus, que ce soit dans divers secteurs d'activité, banque, assurance, énergie, et puis pour diverses fonctions, que ce soit des fonctions métiers ou des fonctions support. J'interviens sur des projets d'amélioration en tant que Black Belt, Lean Six Sigma, et j'ai contribué et publié un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, soit plutôt méthodologiques, soit plutôt orientés sur les positions et les retours d'expérience des dirigeants sur les sujets de processus. Alors, aujourd'hui, on va parler d'optimisation de processus, mais finalement, de quoi on parle, hein? On va parler finalement d'amélioration, de sécurisation, qui sont deux termes qui peuvent être finalement synonymes en fonction du point de vue au travers duquel on regarde l'action qu'on essaie de faire sur les processus, hein. Améliorer, on va dire, c'est peut-être plutôt du côté client, sécuriser, ce sera plutôt peut-être dans une logique de maîtrise des risques. On parle de processus et d'optimisation de processus dans des contextes de simplification. Je ne sais pas si dans vos contextes, il y a ce type de projet, mais on rencontre souvent des projets du type simplifions notre entreprise, simplify pour les plus anglo-saxons. On va chercher à optimiser les processus dans le cadre d'harmonisation, donc harmonisation des pratiques, en lien fortement aussi avec finalement le déploiement de bonnes pratiques, hein, harmoniser certes, mais on va essayer finalement d'identifier et puis de déployer les bonnes pratiques qui existent. Et puis le nec plus ultra, finalement, la finalité de tout ça, c'est de pouvoir s'engager auprès d'un certain nombre de bénéficiaires ou de clients des processus et globalement maîtriser ces processus pour être au rendez-vous des engagements qu'on a auprès de ces bénéficiaires ou de ces clients. Et s'engager, c'est pas uniquement faire son meilleur effort. S'engager, c'est peut-être derrière pouvoir avoir des contreparties si on n'est pas au rendez-vous. Là, la barre est haute et il faut maîtriser sa chaîne de valeur pour pouvoir être à ce rendez-vous. Alors, optimiser la performance des processus, j'imagine que ce sont des mots que vous connaissez, mais c'est important de les redéfinir parce que chaque mot est important et porteur de sens. Déjà, commençons par la notion de processus et voilà la définition que je vous propose, qui est enchaînement d'un ensemble de contributions qui permettent de satisfaire la promesse faite à un bénéficiaire ou à un client.
chaque mot est important et on voit bien que finalement, il est pas, cette terminologie est porteuse de sens puisque finalement, on met en perspective le client, on met en perspective la promesse et on parle de contribution. D'accord. Alors, il y a d'autres définitions qui existent, vous avez peut-être vu dans la littérature, mais qui sont probablement moins ouvertes et de transformer un élément d'entrée en élément de sortie, c'est pas toujours un processus. Le point d'attention est que effectivement, il faut bien considérer la chaîne complète du processus et des contributions qui permettent de satisfaire cette promesse faite au client. Donc, vous avez un petit le schéma qui illustre finalement les concepts qu'il faut connaître, hein. C'est évidemment le bénéficiaire qui est la mise en perspective, le service qui est rendu, c'est là où va se porter la promesse. Et puis à l'intérieur, les contributions, c'est un ensemble d'actions qui peuvent être faites en règle générale par des êtres humains, mais ça peut être aussi des automates. Et puis quelquefois, ça peut même être beaucoup plus flou ou vaporeux que c'est dessiné là, puisque finalement, on ne sait pas forcément dans les écosystèmes qui existent et dans les écosystèmes complexes, forcément, qui va être le contributeur. Néanmoins, on a bien un service rendu, un client, et donc on a un processus. Après, évidemment, ça intéresse là où ça démarre. Point important, c'est que le processus, on le voit, est porteur de la notion de système, et c'est là que ça commence à se complexifier. Et puis, autre point important, c'est qu'il ne faut pas confondre le processus avec la notion de procédure, puisque si on part dans une logique vraiment de la procédure, on va être sur le comment, donc la manière spécifiée de réaliser une activité ou un processus, et on n'est pas sur les concepts qui vont nous permettre finalement d'optimiser et de piloter. Donc, maintenant, pour définir la notion de performance, alors souvent, quand j'anime des formations, je pose la question, comment définiriez-vous la performance? Et en fait, on passe beaucoup de temps et c'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on utilise beaucoup, mais derrière, on le définit rarement. La définition qu'on vous propose là, alors ça va être performance de processus, c'est pas performance de l'absolu, mais c'est la capacité du processus à satisfaire les attentes des parties intéressées. Les parties intéressées, historiquement, il y a le client, les partenaires. Depuis quelques années, le régulateur, de plus en plus, qui va avoir ses contraintes et ses attentes propres. Ce qui émerge également, ce sont les acteurs opérationnels du processus, les collaborateurs. Et puis, j'en ai mis tout un tas d'autres, hein. En tout cas, c'est bien la question qu'il faut se poser en amont quand on va parler de performance de processus. C'est quelle partie intéressée pourrait me dire que certes, mon processus, il atteint un certain nombre d'objectifs, mais globalement, il n'est pas performant parce qu'il n'est pas au rendez-vous de telle ou telle thématique. Souvent, l'exemple que je prends, c'est par le passé, on pouvait avoir un processus qui était certes très efficient, avec des clients très satisfaits et qui pouvait générer beaucoup de chiffre d'affaires. Si derrière mes collaborateurs sont en souffrance, j'ai des risques psychosociaux, voire des burn-out, est-ce que au final, je peux considérer que mon processus est performant? Je pense qu'il y a 20 ans, ça posait moins de problèmes qu'aujourd'hui, ce type de problématique. Donc, il y a bien une nouvelle partie prenante qu'il faut prendre en compte et bien un nouvel axe de performance à intégrer. Alors justement, maintenant, parlons d'optimiser la performance des processus. Alors, en mathématiques, comment on définit l'optimisation? C'est la recherche d'un extrémum d'une fonction dont les entrées peuvent être soumises à des contraintes. Donc, globalement, je vais chercher des équilibres, des zones d'équilibre stables. Donc, là, sur la nappe qui est présentée là, on voit, c'est les points bas. Là, j'ai des minimums. Et puis, si appliqué à la mécanique de cycliste, hein, si vous prenez un cadre de vélo, vous savez que vous avez des contraintes sur de poids sur le siège et puis des contraintes de réaction au niveau des roues, plus des contraintes au niveau du pédalier. Derrière, vous pouvez calculer la forme, enfin, les formes optimales pour qui permettent de répondre à ces contraintes-là. Alors, pour les processus, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce que finalement, il y a beaucoup plus de parties intéressées, hein. Vous vous souvenez, il y a tout cela. Donc, globalement, toutes ces parties intéressées, elles sont légitimes pour dire moi, j'ai une attente par rapport à ce processus. Et donc, la question, ça va être effectivement de pouvoir trouver l'équilibre. On en reparlera. Mais habituellement,
pour pouvoir appréhender cette performance, on va bâtir un tableau de bord pour le processus qui va couvrir un certain nombre d'objectifs qui vont être classifiés classés selon ces axes-là, qui sont assez classiques, hein. On va parler de la satisfaction des clients, on va parler d'excellence opérationnelle, de performance commerciale, de maîtrise des risques et de conformité, et puis tout ce qui est RSE au sens large, donc responsabilité sociétale ou sociale lorsqu'on va parler du développement des acteurs. Et là, on a repositionné un certain nombre de parties prenantes autour qui sont les plus classiques. Après, dans chaque secteur d'activité, il peut y avoir des parties prenantes spécifiques. Exemple, si par exemple vous travaillez dans la mutualité, hein, dans l'assurance, la mutualité, il y a un certain esprit mutualiste et ça, qui impose un certain nombre de contrats. Si je passe par la suite, alors donc là on a défini optimiser la performance des processus. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend en pratique? Alors la démarche qu'on propose, hein, chez France Processus, c'est donc connaître pour agir et agir en toute connaissance. Une démarche en 7 étapes qui finalement font appel à beaucoup de bon sens et puis c'est des étapes qui sont vraiment éprouvées, hein. Première étape, c'est effectivement identifier les processus en les nommant. Point qu'on a évoqué précédemment, hein, est-ce qu'on est bien sûr qu'on parle d'un processus et qu'on ne parle pas juste d'un morceau de processus? Donc, il y a tout un travail d'identification des processus en se posant la question qui est le client, quel est le service qui est rendu, et puis derrière, on peut se poser la question de où ça démarre. Ensuite, identifier les responsabilités par rapport à ce processus. On reparlera des pilotes de processus par la suite, mais il peut y avoir effectivement un jeu de responsabilités affectées pour un processus dans son ensemble. Décrire les processus, donc se mettre d'accord sur finalement quel est le contenu. Et puis donc là, c'est connaître, et puis après connaître pour agir. Et c'est là que ça commence à devenir le plus intéressant et peut-être le défi est un petit peu plus important, c'est d'engager la démarche participative. Donc, on commence à mettre en commun, hein, à se mettre autour de la table et à réfléchir ensemble. On va identifier les indicateurs pertinents et se mettre d'accord sur des cibles, faire les analyses des écarts à la performance et puis derrière, mettre en œuvre les plans d'action, lancer les projets en adéquation avec les orientations qu'on s'est données en amont. Alors, connaître pour agir, si on fait un petit jeu ensemble, vous ne pourrez pas me répondre, mais c'est pas grave, on va quand même jouer. Je vais vous montrer deux processus, il y en aura un à droite, un à gauche, et je voudrais qu'en 5 secondes, vous me disiez quel est le plus efficient. Et pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5. En règle générale, les gens disent « je ne sais pas ». Maintenant, on va changer de mode de représentation. Je vous pose la même question. En 5 secondes, dites-moi quel est le plus efficient. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, la question en elle-même, elle est un petit peu provocatrice. Peut-être que vous ne saurez pas me dire quel est le plus efficient, mais en tout cas, entre les deux modes de représentation à gauche et à droite, vous êtes capable de me dire où sont les différences. On voit assez rapidement que au milieu du processus, entre l'acteur B et C, j'ai des allers-retours qui demanderaient à être expliqués. Donc, tout simplement pour dire, attention, ne négligeons pas la représentation des processus parce que finalement, elle est censée montrer un certain nombre de choses et c'est vraiment un élément de partage et de communication. Donc, le principal objectif de la modélisation et la description des processus, ça reste de communiquer et partager une vision commune. D'où un soin particulier à apporter à cette phase-là pour que, à l'issue de ce travail-là, là je vous montre par exemple un processus, en juste le temps de le lire et d'acquérir l'information, vous êtes capable de me dire qu'il y a 4 intervenants, il y en a 3 qui font des activités, que c'est le back-office qui rend le service rendu et que j'ai un enchaînement linéaire d'étapes. Ça, il m'a fallu 30 secondes pour vous le dire, peut-être qu'il faut un petit peu plus pour l'acquérir, mais une fois que vous avez acquis cette information-là, derrière, on est capable de travailler, c'est-à-dire qu'on est capable de se poser sur la table et de commencer les analyses
et passer à l'étape d'après. On ne va pas passer 1 heure à savoir le qui fait quoi dans le processus. Ça, c'est acquis, c'est derrière nous. Et ça, c'est possible, c'est rendu possible parce que la représentation, elle est simple et elle vise à partager une vision commune. Point important, qui est, je reprends un verbatim d'un dirigeant qu'on avait rencontré dans le cadre de la publication du livre que j'ai mis à droite là, c'est que le diable se cache dans les cloisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, c'est aux interfaces qu'il y a les plus grands gisements d'amélioration et d'optimisation. Donc les interfaces entre les acteurs, entre les services. Et la conséquence sur le mode de représentation, en fait, c'est d'intégrer finalement les flux. Trop souvent, on voit des représentations de processus où on fait juste des enchaînements de boîtes en oubliant de préciser où sont les flux. Si derrière, vous voulez vous lancer sur un projet d'amélioration de l'excellence opérationnelle, certes, vous pourrez chercher à comprimer au maximum le temps passé pour faire réaliser chacune des boîtes, mais ce n'est pas là que vous aurez les meilleurs gisements de performance. Ça sera dans la qualité des flux échangés et la réduction du nombre d'allers-retours. Et pour pouvoir travailler sur ces sujets-là, il faut connaître les flux de manière fine et explicite. Ça, c'est un point d'attention. Ensuite, donc là, on était plutôt sur la partie description, hein, donc connaître. Donc après, agir en toute connaissance. Sur le sujet de la démarche participative, l'intérêt de pouvoir mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table, donc les représentants des différents métiers qui peuvent être traversés par le processus, et puis même de l'ensemble des parties intéressées, ça permet notamment d'éviter les fausses bonnes solutions. Souvent, lorsque on imagine des solutions dans une tour de contrôle et qu'on n'est pas allé sur le terrain et qu'on n'a pas posé la question à tout le monde, quelquefois, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, c'est la dernière action, la dernière idée qu'on va mettre en action et qui n'est pas forcément, la meilleure. Et puis, on arrive à des états d'équilibre qui ne sont pas forcément les bons états d'équilibre, tout simplement parce qu'on a oublié une partie prenante. Et ça, les cas de figure, vous en connaissez probablement. Donc, point d'attention, hein, c'est bien de mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table lorsqu'on va travailler sur l'analyse et puis sur la fixation des objectifs, sur l'analyse et puis ensuite sur le choix des actions à lancer. Alors, toujours agir en toute connaissance, des points d'attention sur la partie analyse de la performance. On n'en a pas le temps de tout aborder, mais on va pouvoir au moins vous donner des idées importantes. Alors déjà, le point qui est essentiel, et d'ailleurs, s'il fallait commencer que par celui-là lorsqu'on fait un projet d'optimisation de processus, c'est de commencer par tout ce qui concerne les parcours clients. Et j'insiste, et c'est pour ça que c'est souligné, c'est que cette notion de parcours client, elle est indissociable du processus. On ne peut pas considérer que les parcours clients, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les processus. Comme on le voit trop souvent parce que certains métiers s'approprient, certaines fonctions s'approprient ces sujets-là en disant c'est des sujets du marketing. Non, c'est simplement un prisme différent pour regarder la réalité du processus et tout ça est complètement lié. D'ailleurs, quand on va engager des sujets en lien avec les moments de vérité, l'engagement client dont on parlait au début, et puis d'excellence opérationnelle, en fait, il y a une logique qui est assez évidente, hein, c'est que l'entreprise se doit d'être excellente au moment de vérité sur lequel elle s'est engagée. Donc, faire des projets d'excellence opérationnelle sur des sujets qui ne sont pas importants pour le client, sans viser un engagement, ça a beaucoup moins de sens. Donc ça, c'est une des clés de priorisation. Autre point important en lien avec le client, c'est l'analyse des réclamations. Donc les réclamations, ce sont quand même des points importants puisque le client nous dit qu'il est mécontent sur un point qui est important pour lui. Ça reste un vrai axe d'amélioration. Sur les notions de tableau de bord dont on a parlé précédemment, donc le tableau de bord, il doit servir à prendre une décision. Sinon, si l'indicateur n'aide pas à décider, il faut se poser la question de sa pertinence. Après, le point d'attention également, c'est que quand on va parler de tableau de bord, attention au pilotage à chaud ou à froid. Est-ce qu'un indicateur, il va me servir à prendre une décision dans la réalisation de mon processus? Donc ça existe aussi, hein. Ou alors, est-ce qu'il va plutôt m'aider à prendre des décisions par rapport à l'orientation que je vais donner à mon processus?
alors c'est clair que la compilation d'un certain nombre d'indicateurs à chaud va permettre de faire du pilotage à froid, mais attention à pas mélanger, à pas mélanger les deux, hein. Il y a bien deux natures d'indicateurs dans les tableaux de bord qu'on va utiliser. Et puis, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, attention à bien couvrir l'ensemble des champs de la performance globale, quitte à se rapprocher avec les porteurs de telle ou telle démarche, hein, les risques, tout ce qui est RSE, tout ce qui est contrôle de gestion, pour pouvoir être certain de pouvoir couvrir les faisceaux d'enjeux du processus. Sinon, on risque de voir ce que moi j'ai pu voir dans certaines entreprises, euh, des, pour ménager des clients VIP, on ne va pas aller les embêter, donc on cherche. Donc l'objectif c'est de les satisfaire, donc de ne pas les embêter. On a un enjeu d'excellence opérationnelle et de productivité. Et au final, on trouve un point d'équilibre où les commerciaux, finalement, reportent leurs efforts commerciaux vers d'autres lignes métiers parce que, finalement, on a oublié de se fixer des enjeux, des objectifs commerciaux sur cette population. Donc, il y a des points d'équilibre qui existent, mais quelquefois qui ne sont pas ceux qu'on souhaite. Donc, il faut bien couvrir l'ensemble des champs de la performance. Sur le sujet du Lean Six Sigma, alors là, la boîte à outils a fait ses preuves. Hein, les outils, on les connaît, et puis ils fonctionnent bien. Après, le point d'attention, c'est toujours le même, hein, c'est de ne pas oublier les principes fondateurs du Lean, notamment. Sinon, finalement, on risque de se couper des effets bénéfiques de la démarche. On aura des résultats une fois et pas deux fois, parce que derrière, on aura oublié d'impliquer les opérationnels, on aura oublié les principes de bienveillance qui sont associés à ce type de démarche, et on va perdre le côté vertueux. La valeur ajoutée, donc le point important, et d'ailleurs c'est un moyen aussi d'aller assez vite dans les projets d'optimisation de la performance. Déjà, se poser la question de quelle est la valeur ajoutée à chacune des étapes. Donc la valeur ajoutée, pour le client, on peut la définir comme finalement les étapes ou le temps que le client est prêt à payer, prêt à rémunérer. Tout ce qu'il n'est pas prêt à rémunérer, ce n'est pas de la valeur ajoutée pour lui. Alors évidemment, après, il y a la valeur ajoutée pour l'entreprise et les autres parties prenantes. Et donc ça, c'est intéressant de décomposer son processus. Alors vous avez le petit schéma au-dessus qui vous montre que sur un processus, finalement, il y a une grosse majorité de non-valeur ajoutée. Donc la question, c'est comment je peux essayer d'aller les gommer. En utilisant les modélisations que je vous ai montrées précédemment, on peut faire des analyses assez simples en mettant toujours tout le monde autour de la table, en se posant des questions simples. Hein. Quel est l'enjeu porté par telle activité? Et est-ce qu'on le fait bien? Et si on ne le fait pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est essentiellement du bon sens, et ça marche très bien. Sur le sujet de la mesure, alors ça c'est un des sujets probablement les plus problématiques, parce que finalement on s'aperçoit qu'il y a déjà des processus et des systèmes d'information qui sont mis en place, et on n'a pas anticipé les sujets de la mesure, ce qui fait que derrière on n'a pas les données. Les données sont pas forcément accessibles parce que il y a un problème de conception. Et puis aujourd'hui dans le cloud, on n'a pas forcément accès aux données qui sont pourtant les nôtres. Quelquefois c'est un petit peu compliqué parce que tout simplement l'hébergeur n'a pas prévu de les mettre à disposition. Donc ça c'est pareil, c'est des points de difficulté qu'on peut rencontrer. Et puis dans la continuité, on a aussi des outils qui commencent à apparaître, notamment en lien avec le data et le process mining. Donc il y a une promesse qui est très intéressante. Maintenant, toujours en lien avec le sujet précédent, il faut quand même que les données soient présentes dans les systèmes. Et puis, il faut que les données soient de qualité. Ça reste des sujets aussi importants. Donc là, on avait vu la partie analyse. Sur la partie amélioration, donc aujourd'hui, les optimisations qu'on observe et qu'on met en œuvre, elles sont finalement, il y a les bonnes vieilles recettes qui continuent à produire leurs effets. Hein. Déjà, clarifier le qui fait quoi, c'est déjà un premier point qui permet déjà de fluidifier. Il y a le réarrangement des séquences d'activités. Fiabilisation des activités à valeur ajoutée, donc ça veut dire que finalement, si j'ai une activité à valeur ajoutée, comment je m'assure que je continue à bien la faire et à être au bon niveau de performance.
Et puis, comblement des manques, quelquefois, en fait, et bien souvent, l'optimisation du processus, ça consiste pas forcément à enlever des activités, mais quelquefois, ça consiste à en rajouter, tout simplement parce que il y a des activités qu'on oubliait de faire. Typiquement, des activités de relance dans des processus commerciaux, on s'aperçoit que finalement, les taux de transformation sont bien meilleurs quand on garde le contact avec ses clients plutôt que de passer à autre chose. Et donc là, tout simplement, on rajoute une activité dans les processus. On se pose la question après, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces prises de contact avec le client. Là, ça peut donner des ateliers et de recherche de bonnes pratiques et après de déploiement. Évidemment, ça c'est évident pour tout le monde, on supprime les tâches sans valeur ajoutée. Donc déjà, on les identifie, puis après, on essaie de les supprimer. On a toujours la possibilité d'informatiser, d'automatiser, avec le point d'attention qui est que quand on va automatiser, informatiser, on prend le risque de perdre en souplesse, puisqu'on a un peu moins de latitude pour une opération qu'on pouvait faire manuellement. Donc là, il y a quand même un point d'attention. Et puis, dans les optimisations, on voit aussi pas mal donc là, sur le sujet de sécurisation, hein, l'ajustement des dispositifs de maîtrise des risques. On va remettre les bons contrôles aux bons endroits, supprimer les contrôles redondants et essayer de les automatiser en lien avec le reste. Ça, on va dire, c'est ce qu'on fait classiquement. Et puis, on a des enrichissements avec des démarches de design thinking, par exemple, où finalement, on va pouvoir intégrer l'approche innovation dans les ateliers d'analyse à la fois de recherche de problèmes et même et surtout d'ailleurs dans des recherches de solutions. Euh, Aujourd'hui, on voit notamment du fait de la récente crise qu'un certain nombre de chakras se sont ouverts par rapport à la digitalisation et il y a une accélération en lien avec les nouveaux modes de travail. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont libérées. On peut aller plus loin. La data a une promesse de nouveaux champs d'opportunités et de gisements de performance. Donc par rapport à des thématiques de data mining, effectivement, au-delà de l'utilisation pour piloter, derrière, quelle information je peux capter grâce à la donnée derrière pour aller identifier des nouveaux marchés, identifier des nouvelles propositions de valeur. Le RPA, qui est un sujet très présent ces dernières années, avec des cas d'usage qui sont réels, néanmoins assez stéréotypés. En gros, ce sont des activités qui sont très répétitives et souvent des cas d'usage assez simples. Et c'est là où on attend beaucoup de l'IPA, donc qui permettrait, donc Intelligent Process Automation, et qui va permettre finalement de traiter les cas un peu moins stéréotypés qui sont traités aujourd'hui par les automates pré-câblés. Et pour conclure, les facteurs de réussite et de pérennisation, déjà on a vu, hein, et je le répète, que les prérequis, c'est déjà d'appréhender le processus de bout en bout et de ne pas travailler juste un bout de processus, puisque on risquerait finalement de rien optimiser du tout. Au contraire, de provoquer des dysfonctionnements pires encore. Considérer l'ensemble des parties prenantes, on est dans la logique systémique et il ne faut pas se focaliser que sur tel ou tel acteur. Et puis, vraiment un vrai enjeu de clarification sur les objectifs de performance pour être sûr que tout le monde rame dans le même sens. Et ensuite, donc pour pérenniser, les points qui sont importants, c'est de se projeter au-delà du projet, c'est-à-dire, je vais pas mon projet d'optimisation et ensuite, c'est terminé, je passe à autre chose. Non, un des facteurs clés de succès, c'est de pouvoir, au moins pour les processus clés, donc ceux qui sont les porteurs de plus grand nombre d'enjeux, de nommer des pilotes de processus qui vont pouvoir finalement assurer ce pilotage permanent de la performance de ces processus importants pour l'entreprise. En lien avec cette dynamique d'intégrer des éléments de suivi de la performance au niveau le plus haut dans l'entreprise, au niveau DG, au niveau COMEX, qu'il y ait ce suivi au plus haut niveau et qu'il puisse rendre un certain nombre d'arbitrages.
La promotion du cadre de cohérence est également importante, puisque déjà, la première étape, c'est s'aligner sur la stratégie d'entreprise, être sûr que tout ce qu'on fait et que les objectifs de performance dont on parlait précédemment, ils soient bien calés sur ceux de l'entreprise. Et puis, ne pas oublier que finalement, il y a beaucoup d'existants dans l'entreprise, des choses qui fonctionnent et pas mal de partenaires internes avec lesquels on peut travailler. L'idée étant de pouvoir, au final, bâtir ce qu'on appelle maintenant les systèmes de management intégrés ou systèmes de management par les processus, euh, supportés par un référentiel étendu d'architecture entreprise dans lequel on va retrouver les différentes dimensions, que ce soit lié à donc les activités, le système d'information, les compétences, la maîtrise des risques, etc. Puisque tout ça, ça correspond à un même tout. Et point qui est important dans la mobilisation des parties prenantes, donc il y a toujours un travail de communication et de promotion quand même qui est important à faire, et de rappeler, si c'était nécessaire, puisque quelquefois on oppose le processus à ces thématiques-là, ce qui nous fait quand même réagir chez France Processus, c'est que déjà la démarche elle est orientée par essence client et résultat, qu'elle est vecteur d'agilité, de coopération et de transversalité. J'espère qu'on l'a rappelé à travers de tout ce que je viens de vous dire. Et puis, autre point qui est important, c'est de valoriser très tôt et régulièrement les résultats, ne pas attendre d'avoir terminé 3 mois ou 6 mois de projet avant de montrer des choses. On peut avoir des résultats très rapidement. Il ne faut pas oublier de valoriser ceux qui ont contribué à obtenir ces résultats. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'optimisation des processus. Et je vais donner la parole à Souni pour Merci, Hugues, présenter pour, cette slide. merci, Hugues, pour toutes les explications sur comment optimiser performance, process, bien expliqué sur ces 3 mots. Et juste une petite slide pour vous rappeler sur ceux qui ne connaissaient pas encore Bonitasoft. Donc, on a une plateforme open source. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez mettre votre main directement à tester, à voir comment vous pouvez automatiser et optimiser en fait directement sous la plateforme Bonita. Même si on est Bonitasoft, mais on est quand même en fait vraiment une boîte française. On était en fait reconnu par Gartner, Forrester. C'est ce qui est intéressant, comme il avait dit tout à l'heure, Hugues, par rapport au diable qui s'est caché dans la cloison, et aussi le flux d'échanges qui sont super importants dans nos collaborations pour vraiment créer et optimiser les performances. Donc nous, on est vraiment essayé de travailler sur le côté low-code pour différencier, séparer les couches différentes. Ça veut dire une couche vraiment pour le métier, à créer le process, et deuxième couche pour le développeur professionnel, à vraiment coder, à connecter en fait, côté tout ce qui est créer l'application qui peut permettre en fait d'améliorer, optimiser le process, et aussi une couche qui est front pour le UI, UX, pour vraiment l'expérience, soit client, ça soit en fait l'employé, tous les côtés en fait qui sont intéressés dans ce process. Et justement, on est arrivé sur à peu près fin de notre en fait de webinaire. On va prendre quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Je suis en train de regarder aussi de mon côté si j'ai reçu. Ok. Là, j'ai une question pour vous, Hugues. C'est est-ce que vous pouvez mentionner 2 ou 3 plus grosses erreurs en fait à éviter pour commencer en fait l'optimisation? Alors, les erreurs, j'en ai un peu parlé, enfin, j'en ai même un peu parlé précédemment, mais donc, la première, c'est de faire de l'optimisation en chambre, c'est-à-dire loin du terrain. Euh, la démarche Lean promeut et a bien raison tout ce qu'on appelle les Gamba Walk, donc les visites terrain, sur lesquelles on peut aller voir ce qui se passe, aller interroger les différents acteurs opérationnels et leur donner finalement la latitude, eux, d'améliorer ce qui est à leur niveau. Euh, Souvent, on fait l'exemple en formation, on demande aux gens, à votre avis, combien mesure cette salle? Et les gens, ils mesurent, et puis personne ne se lève pour aller mesurer. Ce qu'il faut, c'est voilà, aller voir concrètement et factuellement, prendre des décisions factuellement sur des résultats concrets, à la fois de mesurer et puis aller sur le terrain, c'est le principal sujet. Après, c'est ce que j'ai évoqué aussi, c'est de ne pas croire qu'une fois qu'on a fait 3 formations et 2 ateliers, que c'est terminé. Non, derrière, il faut animer, il faut remettre de l'énergie positive dans ces démarches-là pour pouvoir continuer à avancer et surtout
ne pas chercher à l'opposer à tout ce qui existe par ailleurs, puisque globalement, il y a des démarches d'amélioration qui sont nombreuses dans l'entreprise, et l'intérêt, c'est d'arriver à les faire converger. Voilà, c'est pour moi, c'est ça les points clés sur lesquels j'insisterai. OK, merci. Là, il y a deuxième question, c'est, à votre expérience, hein, quels sont les secteurs, en fait, de plus avancés aujourd'hui, hein, sur les démarches et d'optimisation de process? Alors c'est un sujet sur lequel on a pas mal discuté avec mes amis de France Processus. Et effectivement, en fait, la question, elle se poserait pas tellement en termes de secteur, mais plus en termes de maturité. Et en gros, les entreprises, il y a une notion d'urgence en fait. Et les entreprises qui sont les plus riches, ce sont celles qui sont les moins avancées. Donc globalement, celles qui ont vraiment besoin, sur lesquelles il y a une urgence, c'est elles qui finalement se mettent en mouvement pour pouvoir lancer ces démarches d'optimisation. Les plus riches ont encore un coussin confortable qui font qu'elles ne sentent pas encore l'urgence, mais ça change puisqu'on voit bien que finalement, avec un certain nombre d'attentes qui changent, ou la crise qu'on a rencontrée récemment, finalement, il y a un certain nombre cet effet d'urgence qui apparaît différemment. Il ne vient plus forcément du côté économique, mais il peut venir à la fois des collaborateurs ou de la société au sens large. Et là, on voit que finalement, cette urgence, elle revient. Et donc, il y a des choses à améliorer et à optimiser, puisque finalement, on ne peut pas juste améliorer selon un axe, mais il faut améliorer selon différents axes. Donc, globalement, ceux qui sont le plus en avance, c'est bien les secteurs ou c'est bien les entreprises qui ont pris conscience de cette nécessité, de cette urgence. OK. Vous avez bien mentionné, en fait, l'impact des crises. Est-ce que vous avez vu, il y a de l'évolution dans ces parties-là, technologie, hein, sur tout ce qui est automatisation des process, comme maintenant les gens, ils travaillent, en fait, un petit peu pas tout le temps, en fait, au bureau. Est-ce qu'il y a il y a des changements, qui ont accéléré, de votre point de vue? Oui, alors les changements, en fait, moi, de ce que j'ai pu observer, se sont essentiellement opérés chez les juristes, qui, à l'époque où ils étaient un peu frileux sur un certain nombre de lignes rouges, maintenant, en fait, ils se sont complètement détendus. Les lignes, elles sont en pointillés maintenant, hein, et on a pu mettre un certain nombre de choses qui existaient précédemment. Je pense au sujet de signature électronique ou autre, hein, ou même de travail à distance, qui font que derrière, ça a permis de fluidifier, de changer les manières de faire et d'optimiser, d'aller vers des optimisations qui n'existaient pas avant. OK, là, j'ai une dernière question, mais c'est une très longue question avec plusieurs petites questions dedans. Donc Bon. c'est, peut-on avoir un peu plus de détails sur le pilote process? C'est une poste, spécifique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est impliqué, en fait, opérationnellement dans le process? Et c'est qui font, comment il fait faire un bon pilote? Et est-ce que qu'un pilote peut piloter, plusieurs process? Donc c'est toutes des questions autour de, ce pilote. Alors je vais vous donner quelques éléments de réponse. Après, pour des réponses plus détaillées, je vous invite à aller sur le site de France Processus. Il y a différents dossiers de France Processus qui traitent en profondeur de ce sujet-là. Et globalement, déjà, le pilote de processus, il a trois missions. La première, c'est de garantir l'alignement de la performance du processus sur la stratégie d'entreprise. Donc, être sûr que, par exemple, si on est dans une dynamique de développement commercial ou de croissance à l'international, il faut que derrière, dans les objectifs du processus, ça puisse se ressentir d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, c'est sur la partie alignement stratégique. Ensuite, le pilote, il est responsable, en tout cas en charge de s'assurer que le processus fonctionne normalement. Il n'y a pas de souci d'un point de vue opérationnel courant. Et troisième mission, c'est de s'assurer de l'amélioration du processus, en lien avec les écarts aux objectifs qu'il peut y avoir. Donc, qui est ce pilote? Alors, ce pilote, c'est un véritable chef d'orchestre, puisqu'il va réunir autour de lui les parties intéressées. C'est plutôt un patron, donc quelqu'un qui rapporte au comité exécutif ou à la direction générale. Et il est entouré de patrons lorsqu'il fait les revues de processus, parce que la revue de processus, c'est une instance de décision.
donc dans laquelle on doit prendre des décisions et il faut que les gens qui sont dans cette instance soient finalement habilités à prendre ces décisions. Il peut y avoir des arbitrages qui sont faits. Donc, un patron, chef d'orchestre qui est capable d'animer un certain nombre de personnes autour de lui, de rechercher le consensus, de trouver les bonnes solutions aux sujets qui se posent, de lancer les travaux d'analyse qui sont nécessaires, et puis qui a un charisme et qui est un leader. Alors effectivement, hein, c'est des gens ils sont présents hein, dans les entreprises, ils sont souvent très très sollicités parce que on les a bien identifiés comme ayant toutes ces qualités. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur les pilotes. OK. Je pensais que c'était la dernière, mais en fait, vous êtes demandé, hein, donc il y a encore une question. C'est, comment aider nos clients à mesurer la performance et notamment, en fait, intégrer tout ce qui n'est pas facilement mesuré et à organisation, à éventuellement, en fait, glissement de non-productivité. Alors, comment aider les clients à mesurer la performance? Bah, déjà, première étape, le fondamental, c'est d'être au clair sur qu'est-ce que c'est que la performance, donc être au clair sur les objectifs. Ensuite, une fois que vous avez des objectifs classés selon les 5 axes, mais ça peut être d'autres axes hein, que ceux que je vous ai proposés, euh, derrière, il faut donc identifier les indicateurs et construire les indicateurs qui vont vous permettre de répondre à la question de la performance ou la non-performance. Après, il y a des choses qui sont qualitatives et d'autres qui peuvent être quantitatives. La mesure, elle peut être faite soit par des données qui existent, soit vous allez être obligé d'aller échantillonner et aller chercher les informations qui vont vous permettre de mesurer cette performance. Mais à chaque fois, la performance, elle va se mesurer par rapport à un objectif que vous vous êtes donné sur un ensemble d'axes qui sont les axes dont on a parlé précédemment. Après, il n'y a pas de solution magique, d'outils magiques, parce que finalement, la question la plus difficile, c'est d'aller positionner les capteurs au bon endroit pour aller chercher la bonne donnée et la remonter. Après, faire des calculs, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Voilà ce que je peux vous dire là à ce stade. Merci Hugues. Donc merci à tout le monde pour, votre présence aujourd'hui. Comme il avait mentionné Hugues, hein, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en fait sur ce site, franceprocessus.org et également si vous avez des questions sur côté de l'outil et tout et nous, pour Nidasoft, on a une communauté, de plus que 2000 personnes et on est open source. Si vous voulez vraiment mettre votre main à tester, à voir comment ça fonctionne la plateforme low code, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.